à tous, Manon Diran de la société Accenta. Donc, je crois qu'on va pouvoir démarrer, il est presque 15 heures, donc on va être pile à l'heure. Alors moi aujourd'hui, là, on va prendre une petite demi-heure pour vous parler de chauffage et de climatisation bas carbone. Donc déjà, pourquoi? Premier sujet. Pourquoi on doit s'attaquer au problème du bâtiment? Le bâtiment, c'est un très très fort contributeur au réchauffement climatique. Il est responsable actuellement en France d'à peu près 27% des émissions de CO2 de manière annuelle. Et donc si on regarde l'usage du chauffage et de la climatisation, c'est un poids de 10% dans les émissions de CO2 mondiales. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut s'attaquer et proposer des solutions. Donc c'est pour ça que Accenta a été créé et c'est sur ces sujets-là qu'on espère apporter des solutions innovantes et performantes. Alors pourquoi il faut décarboner aujourd'hui? Pourquoi ça doit être la priorité de tout acteur qui travaille dans le secteur du bâtiment? C'est vraiment une nécessité sociétale et économique. Alors déjà, pour tous les propriétaires fonciers, pour les entreprises, c'est vraiment un enjeu sociétal, on le voit tous les jours dans les actualités très importants. Donc il y a un très fort risque d'image, donc vis-à-vis notamment de sociétés qui vendent des biens à destination des consommateurs, mais pas seulement, même sur les sociétés B2B. C'est très important d'être très impliqué sur ce sujet de la décarbonation. Au sein des entreprises, il y a un risque d'employabilité très fort. Maintenant, on voit tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail cherchent à connaître la responsabilité sociétale de leur entreprise. Donc c'est un vrai enjeu de s'impliquer dans la décarbonation de son entreprise et donc de son patrimoine foncier. Au niveau juridique, de plus en plus, on va revenir après sur les points réglementaires, mais il y a pas mal de sujets qui bougent en ce moment, à la fois au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe, sur la décarbonation. Donc ça a commencé avec des bilans carbone, mais maintenant, on va plus loin que faire son bilan carbone. On a des objectifs de décarbonation qui sont à appliquer. Et donc, c'est important de connaître déjà où on en est au niveau carbone, mais surtout d'aller mettre en place des actions de décarbonation. Au niveau de l'exploitation de son patrimoine immobilier, de son patrimoine foncier, notamment avec les réglementations qui évoluent, vous avez un fort risque de perte de valeur en fait, de vos biens si vous ne vous attaquez pas à ce sujet de la décarbonation. Pourquoi? Parce qu'on a des sujets de type RE 2020, de type qui vont interdire la commercialisation de bâtiments qui émettent trop de carbone, notamment au niveau des usages de chauffage et de climatisation. Donc vous connaissez certainement le sujet des DPE, des diagnostics de performance énergétique. Au fur et à mesure, les bâtiments qui ont des DPE de type G, puis F, puis E, vont être interdits à la commercialisation. Et ces DPE s'appliquent non seulement aux bâtiments collectifs résidentiels, mais également vont s'appliquer aux bâtiments tertiaires. Donc c'est vraiment l'ensemble des bâtiments qui vont être concernés par cet enjeu de la décarbonation. Ensuite, on le voit également à la fois dans la réglementation, mais aussi dans le prix des énergies. Les énergies fossiles ont une plus forte inflation que les énergies décarbonées. Il y a la taxe carbone qui est déjà incluse dans le prix des énergies fossiles, qui pour l'instant est bloquée, mais on a une évolution de la taxe carbone à x3 d'ici 2020. Donc ça veut dire que toutes les énergies fossiles que vous consommez vont également augmenter de ce pourcentage-là, avec de plus en plus aussi de taxes qui vont être mises en œuvre de type pollueur-payeur. Donc pour toutes ces raisons, je pense que vous avez déjà en tête, mais c'est important de les rappeler, la priorité en fait finalement de toute personne qui essaye de travailler sur le bâtiment, c'est de décarboner son bâtiment. Et après, ça va avoir d'autres conséquences également sur l'efficacité énergétique, mais avoir en tête que la décarbonation, c'est un véritable enjeu non seulement sociétal et d'image, mais également d'exploitation et de rentabilité financière sur le long terme. Et donc c'est se dérisquer vis-à-vis de ce long terme. Un bâtiment, c'est 40 ans, 50 ans, donc il faut se dérisquer sur ce long terme-là. Pour accompagner finalement cette décarbonation, il y a tout un tas de réglementations qui sont au niveau français et européen, que vous connaissez certainement, mais je vais les rappeler rapidement aussi pour les avoir en tête. Déjà, on a un objectif national au niveau de la France
qui est de viser la neutralité carbone d'ici 2050. Donc ça veut dire que dans l'ensemble de nos usages, on doit viser la réduction des émissions carbone d'ici 2050, et ça veut dire que toutes les réglementations qui vont être mises en œuvre par le gouvernement vont aller dans ce sens-là également. Concrètement, je pense que le sujet le plus récent et le plus prégnant en ce moment, c'est le décret tertiaire. Donc avec un objectif de réduction de la consommation d'énergie de 60% à 2050. Donc ça veut dire mettre en place des actions concrètement dès aujourd'hui. Ça, on est sur le sujet rénovation. Sur le sujet neuf, on a la RE 2020-22. Enfin, voilà, on va garder RE 2020 pour l'instant. Mais avec des objectifs de moins 30% de consommation d'énergie et de moins 80% de réduction sur les émissions carbone. On revient à ce sujet carbone. Et enfin, il y a le dernier décret qui est moins connu, qui s'appelle le décret BACS, qui est une application d'une réglementation européenne, donc ça veut dire Building Automation and Control System. L'idée, c'est d'obliger, pareil, l'ensemble des bâtiments d'ici 2025, donc c'est demain, à mettre en place un pilotage des consommations à l'intérieur du bâtiment. Donc ça veut dire tous les systèmes finalement de distribution des usages de chauffage, climatisation, l'éclairage également est concerné. Et donc ça oblige à en fait apporter la bonne énergie au bon moment dans les bâtiments. Donc chez Axanta, notre objectif, c'est d'aider nos clients à décarboner, donc à se dérisquer, et à répondre à ces enjeux réglementaires avec tout un tas de solutions qui vont, on va dire, du diagnostic, donc déjà de savoir combien je consomme, où je pars, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'à proposer des solutions à mettre en œuvre qui vont permettre de décarboner jusqu'à 90% vos usages de chauffage et de climatisation. Donc l'idée, c'est qu'au départ, il faut tracer, il faut savoir où on en est. Donc ça, l'idée, c'est qu'il y a déjà des solutions qui existent de plein de sociétés différentes. Nous, ce qu'on souhaite apporter, c'est apporter plus de précision sur cet usage de chauffage et de climatisation qui est notre cœur de métier, en apportant des solutions pour pouvoir faire des référentiels de consommation en temps réel. Donc, c'est-à-dire vraiment remonter de la donnée, créer des référentiels de consommation, et des référentiels de consommation qui sont vis-à-vis du confort, notamment de la qualité de l'air, et donc d'avoir quelque chose vraiment en rapport avec un niveau de confort souhaité, un référentiel, et savoir toujours en temps réel où on en est par rapport à ce référentiel-là. Est-ce que je surconsomme, est-ce que je sous-consomme, ou est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs. Donc ça, c'est la première étape déjà, de savoir où est-ce que j'en suis, combien je consomme, et où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs. La deuxième étape, c'est d'optimiser ces consommations. Donc là, déjà, on est dans une prise d'action. Donc là, il y a déjà moins de choses qui se passent d'habitude sur ce sujet-là. Donc on est sur vraiment du contrôle et de l'optimisation des systèmes énergétiques, en allant, pour être conforme notamment à ce décret BACS dont je vous parlais il y a une minute, contrôler au mieux les systèmes énergétiques du parc immobilier pour aller en réduire la consommation. Et enfin, le but, c'est de décarboner cet usage de chaufferie et de climatisation. Et donc, on va proposer une solution complète de chaufferie et de climatisation bas carbone qui est basée sur du stockage intersaisonnier par géothermie, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail dans une minute. Quelque chose qui est très important aussi quand on conçoit des systèmes, c'est après de pouvoir les opérer et de pouvoir les conduire dans le temps. Ce qu'on a souvent reproché à tous les nouveaux systèmes innovants qui sont arrivés, c'est qu'on annonce une performance en conception, en dimensionnement, on l'installe, et après, derrière, ça ne tient pas ses promesses. Notamment, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont pas mal installé de gestion technique du bâtiment, donc de GTB. C'est souvent le reproche qui a été fait à ce type de système, où on installe un hardware génial qui est capable de tout piloter dans le bâtiment, mais qui, en fait, une fois installé, n'est opéré par personne, et donc qui ne tient pas du tout ses promesses de performance, ou qui les tient sur 1 an, 2 ans, puis après qui se dérègle. Et c'est ce que vous voyez illustré sur ces différents graphiques, sur ce slide. Donc nous, nos enjeux sur tous nos systèmes, on est une société de technologie qui conçoit et qui après travaille avec des partenaires pour mettre en œuvre, et puis après conduit les systèmes qu'on a conçus. Donc on va faire la conduite de ces systèmes-là pour assurer la performance dans le temps. Ça va se traduire souvent aussi avec des contrats de performance énergétique avec nos clients pour assurer cette performance-là. Et donc, en contrôlant mieux les systèmes, donc la première étape qu'on appelle chez nous Tune et FIPILOT, on va permettre de réduire la consommation énergétique
des systèmes techniques dans les bâtiments entre 20 et 40%. Et donc, ça va se traduire par une décarbonation également de ces usages entre 20 et 40%. Ce que vous voyez illustré ici, c'est qu'une fois que c'est opéré avec nos systèmes, on est sur le graphique en bas à gauche, voilà. Alors que si vous êtes sur un système qui a été installé sans opération, en gros, il va réduire votre consommation en année 1, et puis au bout de 2 ans, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, il y en a marre, ça marche jamais comme je veux », qui va carrément le débrancher, et vous allez vous retrouver sur le graphe qui est en haut à gauche, donc vous allez revenir à la consommation initiale, c'est comme si vous aviez investi dans quelque chose et que ça ne servait à rien. Ou vous allez avoir un comportement un peu différent où chacun va aller faire ses micro-réglages sur le système et donc le système va dériver dans le temps sans véritablement suivi. L'intérêt, c'est de mettre en place vraiment un suivi énergétique constant, donc avec à la fois des algorithmes qui vont anticiper ce qui se passe dans le bâtiment pour gérer au mieux la conduite du bâtiment, et des energy managers qui vont regarder au fur et à mesure que tout se passe comme c'était prévu et donc d'assurer dans le temps une véritable réduction qui est celle qu'on a annoncée en début de projet. Donc nous, on travaille concrètement sur une solution du coup qui est du logiciel service, donc du SaaS, qui va se plugger sur tout un tas d'automates ou de GTB existantes. Donc on est soit nous, on sait upgrader si besoin des GTB existantes pour qu'elles soient compatibles, soit on travaille avec tout un tas de GTB qui existent sur le marché, mais qui ne sont pas pilotés, et du coup on va ajouter ce système de pilotage-là. Et on va travailler en contrat de performance énergétique avec les mainteneurs qui exploitent le bâtiment. Donc avec Engie, Dalkia, IDEX, Bouygues, voilà, tous les mainteneurs du bâtiment, qui eux vont continuer leur travail de mainteneur. Hein. L'idée c'est d'avoir quelqu'un qui conduit le système, et après il faut toujours quelqu'un qui maintienne le système, donc qui aille notamment changer les filtres, enfin faire toute la maintenance qu'on peut avoir à faire sur les équipements techniques, mais avec quelqu'un qui va du coup faire la conduite pour la performance énergétique, mais aussi pouvoir aider le mainteneur dans son travail d'exploitation et de maintenance au quotidien, en diagnostiquant, en maintenance préventive, notamment des dérives de performance, des choses comme ça qui peuvent permettre de faciliter et de réduire les coûts, surtout, de maintenance qui sont associés. Ça, c'est la première étape. Donc ça vous permet déjà de faire entre moins 20 et moins 40% sur votre consommation d'énergie, sur la décarbonation des usages de chauffage-climatisation. Maintenant, le but, c'est d'atteindre le zéro carbone. Donc là, il faut aller sur des choses beaucoup plus disruptives. Et donc là, c'est là où on a développé, avec notamment le BRGM et Polytechnique, un système de chaufferie et de climatisation bas carbone, qui est donc basé sur du stockage intersaisonnier par géothermie. L'idée, c'est d'aller vers la solution la moins carbonée pour produire ce chauffage et cette climatisation pour le tertiaire. Et donc, on est sur une solution qui émet 14 grammes de CO2 par kilowattheure thermique, donc c'est 14 fois moins carboné qu'un équipement standard de chaudière gaz climatisation que vous pouvez trouver traditionnellement dans les bâtiments. Et donc, ça permet de réduire de 70% la consommation énergétique de cet usage de chauffage et climatisation, et de 90% en termes de décarbonation. Alors, comment ça fonctionne? Comment on arrive à ces chiffres et ces résultats-là? L'idée, c'est d'utiliser le sol vraiment comme une batterie. Donc, c'est le sol qui va être notre système de stockage. On va utiliser un système par géothermie sur sonde fermée. Donc, en fait, c'est vraiment des boucles d'eau qui vont circuler dans le sol. Le sol, l'avantage, c'est qu'il a une très forte inertie. Et donc, on peut utiliser de la chaleur fatale ou de la chaleur fatale ou renouvelable, en été, qu'on va aller stocker dans le sol. Et le sol va pouvoir nous garder cette chaleur-là avec un rendement de 98% jusqu'à l'hiver suivant. Donc, à l'hiver suivant, on va récupérer cette chaleur-là qu'on va pouvoir redonner au bâtiment. Comment on récupère ces chaleurs fatales et ces chaleurs renouvelables? Si vous êtes sur un bâtiment qui a des besoins de chauffage et de refroidissement, en été, ce refroidissement va générer de la chaleur. Donc on va utiliser cette chaleur pour aller la stocker dans le sol. Si on est sur un bâtiment qui a uniquement
des besoins de chauffage. Là, vous n'avez pas de chaleur fatale en été, donc on va créer une chaleur renouvelable qu'on va aller stocker, notamment par l'intermédiaire, par exemple, de panneaux de solaire thermique. Donc on va générer de la chaleur renouvelable en été qu'on va aller stocker dans le sol. Tout ça se couple également parfaitement bien avec des systèmes de solaire photovoltaïque qu'on va pareil pouvoir utiliser en ce qu'on appelle en power to heat. Donc on va utiliser l'électricité du photovoltaïque pour après, notamment le surplus. Le problème sur le photovoltaïque, c'est qu'en été, vous avez souvent des surplus qui sont réinjectés dans le réseau. Donc ces surplus-là, on va pouvoir les transformer en chaleur thermique qu'on va pareil aller stocker dans le sol et réutiliser en hiver. Donc on a développé des solutions qui vont permettre de concevoir ce système le mieux possible, et ensuite des solutions qui vont permettre d'assurer la performance dans le temps, puisque c'est toujours notre enjeu, c'est pas seulement de concevoir un bon système, mais d'en assurer la performance dans le temps et de s'engager sur cette performance-là. Et donc on a développé un logiciel de pilotage intelligent de cette chaufferie et climatisation bas carbone qui s'appuie sur 4 piliers. Premièrement, d'être capable d'anticiper les besoins du bâtiment. Donc on va prévoir, en fonction de la météo des futurs jours, les besoins du bâtiment, notamment son inertie thermique vis-à-vis du climat qu'il va y avoir dans les prochains jours. Ensuite, l'idée, c'est qu'on on va stocker la chaleur dont on a besoin pour le prochain hiver. Donc on va aussi s'appuyer sur des prévisions météo, mais là qui sont plutôt à l'échelle de l'année, pour optimiser la capacité de stockage dont on a besoin entre l'hiver et l'été. Ensuite, on va designer un système. Ce qui coûte cher, ce qu'il faut savoir dans la géothermie, c'est effectivement de mettre des sondes. Souvent, les gens qui ont déjà étudié des projets de géothermie, ils me disent en fait, à chaque fois, j'ai regardé, mais c'était beaucoup trop cher, donc j'ai abandonné. Du coup, là, en se basant sur un système de stockage intersaisonnier, ça permet de réduire le nombre de sondes géothermiques dont on a besoin par 30 à 50%. Donc, en fait, on va énormément réduire cette capacité-là. Par contre, d'un autre côté, on va ajouter des appoints de production thermique, qui peuvent être des pompes à chaleur aéothermiques, des chaudières gaz, du PV, comme je vous le disais, du solaire thermique. Et donc tout ça, on a mis en place des algorithmes qui vont être capables d'optimiser en temps réel quel système est le plus efficient pour assurer le meilleur coefficient de performance sur la durée, et donc la meilleure performance énergétique et carbone sur la durée pour le système. Et dernier point dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée c'est d'aller gérer toutes les énergies renouvelables qu'on peut trouver sur le bâtiment, donc à la fois le solaire photovoltaïque et le solaire thermique pour optimiser leur usage et donc derrière les coûts. Qu'est-ce que ça donne tout ça en termes de coûts? Notre promesse en fait c'est de proposer la solution qui décarbone le plus les usages de chauffage et de climatisation vis-à-vis de toutes les autres solutions que vous pouvez mettre en œuvre dans le bâtiment. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique ? En bas à gauche, entouré de orange, c'est les contrats de performance énergétique sur le système énergétique. Donc ça, c'est en gros cette courbe, en fait, c'est issu de l'Observatoire des contrats de performance énergétique, qui en fait reprend tout un tas de contrats de performance énergétique qui ont été faits en France et regarde à la fois l'ambition de ce contrat de performance énergétique. Donc ça, c'est ce que vous voyez en bas, les pourcentages entre 0 et 70% en termes d'efficacité énergétique. Leur coût au mètre carré, donc ça, c'est ce que vous voyez sur leurs données, donc entre 0 et 800 € du mètre carré. Et puis ensuite, la couleur des points, c'est quel type de travaux ont été mis en œuvre. Donc en rouge, c'est quand vous avez à la fois des travaux de type enveloppe, rénovation de l'enveloppe et changement des équipements techniques. En vert, c'est quand vous avez uniquement des travaux sur la partie système énergétique, donc remplacement des équipements techniques pour faire la climatisation ou le chauffage. Et en bleu, c'est des systèmes uniquement de pilotage, donc sans remplacement des équipements techniques. Donc ce qu'on voit sur ce graphe, donc cerclé de orange, c'est que déjà, il y a la plupart des contrats de performance énergétique qui sont faits autour de cet objectif de 20-30% de réduction, donc qui ne permet pas d'aller vers cet objectif de neutralité carbone, avec principalement du coup du remplacement d'équipements techniques. Donc on remplace finalement une chaudière par une chaudière plus efficace ou une chaudière par une pompe à chaleur. Voilà, c'est typiquement la majorité des contrats de performance énergétique qu'on fait.
Quand on veut aller plus loin, on part plutôt sur des combinaisons de rénovation de l'enveloppe avec du coup un changement du système énergétique. Et là, c'est ce que vous voyez encerclé en vert. Et en fait, là, on voit qu'en fait, on est un peu confronté à un plafond de verre, en fait. On a beau mettre tout ce qu'on veut en termes d'isolation, etc. On explose les coûts, puisque vous voyez qu'on part à 200, 200, 300 euros du mètre carré pour aller jusqu'à 800 euros du mètre carré, mais en étant limité sur la performance à peu près à 50% finalement d'efficacité énergétique. Donc on a un peu ce plafond de verre qui, avec les systèmes actuels, fait qu'on a beau mettre autant d'argent qu'on veut, et du coup en termes de rentabilité on s'effondre, on est limité à ce 50% d'efficacité énergétique. Avec ce qu'on propose, on est capable d'aller jusqu'à 70% d'efficacité énergétique, c'est ce que vous voyez en jaune sur le graphique, tout en étant sur des coûts qui sont finalement autour des 100 euros du mètre carré, voire moins, donc compétitifs par rapport au CPE de système énergétique en orange qu'on a l'habitude de mettre en œuvre. Je vais passer ce slide qui est très intéressant mais qui est un peu complexe à lire de loin. Donc on a beaucoup travaillé sur ça, donc non seulement pour avoir une solution qui techniquement est disruptive et qui permet de décarboner à 90% et d'avoir une efficacité à 70%, mais aussi en face pour pouvoir proposer des projets qui sont clés en main pour nos clients, donc les maîtres d'ouvrage ou pour les maîtres d'œuvre. Donc on a travaillé pour ça avec une joint venture qu'on a créée, avec Eren, qui est un financeur d'énergie renouvelable, IDEX, donc qui est mainteneur exploitant et qui est capable également de réaliser les travaux, et donc nous qui apportons la brique technologique, pour proposer à nos clients un système qui est clé en main, sous contrat de performance énergétique et qui est financé. Donc là, ça permet vraiment d'aller démocratiser cette technologie auprès du plus grand nombre, puisque vous n'avez pas besoin d'un budget conséquent. L'idée, c'est que vous amenez le budget que vous aviez prévu sur votre solution classique carbonée, donc votre chaudière gaz, votre pompe à chaleur, et nous, on va aller financer le reste avec un contrat de performance énergétique sur la durée, donc avec une maîtrise complète du budget énergie sur 25 ans. Pour aller juste un petit peu dans le détail de cette partie financement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez aussi innovant dans l'approche qu'on a vis-à-vis de nos clients. En gros, avant le contrat, vous avez des coûts liés à votre projet, vous avez des coûts d'exploitation, donc de maintenance exploitation, des coûts d'énergie qui sont liés à votre budget énergie sur l'usage de chauffage, climatisation. L'idée avec cette offre financée et d'engagement de performance énergétique, c'est d'aller réduire ce budget de coûts d'énergie, d'aller également réduire ce budget de coûts d'exploitation, parce qu'on va avoir une meilleure maintenance des systèmes et des systèmes qui coûtent moins. Et puis après, d'aller financer l'investissement avec à la fois un service de conduite, donc c'est ce que vous voyez en rose avec la partie coût-performance, et en rose foncé, la partie financement qui va se financer sur les économies. Donc l'idée dans ces montages financiers-là, c'est que à partir du moment où commence le projet, vous ne payez pas plus finalement que votre enveloppe budgétaire précédente en termes d'exploitation et d'énergie. Vous allez payer moins ou pareil qu'avant. Et puis une fois que le projet est financé, vous n'avez plus que votre maîtrise budgétaire avec le coût d'énergie et le coût d'exploitation qui reste. Donc ça permet vraiment de changer et d'aller vers de la décarbonation à moindre coût et à moindre investissement. Alors, quelques études de cas et références qu'on a mises en œuvre. Donc, on a travaillé notamment sur le siège social de Airbus à Toulouse. Donc, c'est à peu près 36 000 m² de bureaux qui sont en exploitation et en conduite depuis 2016. Là-bas, on fait 80% de réduction en termes d'énergie sur le chauffage et la climatisation. Ça représente 90% d'économie de CO2. Et le ROI sur ce projet, c'est 7 ans. Donc vous voyez que ça peut être des choses qui sont très, très compétitives. L'autre exemple que je voulais vous présenter, c'est celui d'ICAD. Donc là, on est sur un écoquartier de 18 000 m². Il y a principalement des bureaux, mais il y a des usages mixtes aussi, de commerce, de logement. Donc là, on est en opération depuis 2020. On fait 60% d'économie d'énergie sur les usages de climatisation et de chauffage, 82% sur la partie carbone. Et donc sur la partie budget, c'est à peu près 50% de réduction du budget énergie qui est économisé.
C'est une technologie qui s'applique à la fois en neuf et en rénovation. Airbus, c'est de la rénovation. ICAD, c'est du neuf. Prologis, on travaille avec eux sur plusieurs entrepôts. On a travaillé à la fois sur des entrepôts neufs, sur des entrepôts en rénovation. Donc ça s'applique vraiment dans tous les cas. Et donc là, vous avez le cas donc, de Prologis sur les entrepôts avec 110 000 m². Le dernier cas, c'est la ville de Roubaix, avec laquelle on travaille là sur la solution que je vous ai présentée en premier de pilotage des consommations sur l'ensemble des bâtiments. Donc actuellement, on travaille sur 80 bâtiments, ça représente 130 000 m². Et donc, ils ont un peu plus de 400 bâtiments, donc on va déployer la solution sur les 400 bâtiments à terme. Et là, on est en exploitation depuis 2018. Suivant les bâtiments, on fait entre 15 et 40% d'économie d'énergie, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est un parc très diversifié, il y a des écoles, il y a des gymnases, la mairie, des musées, donc vous voyez, on travaille sur vraiment toute typologie de bâtiments. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur la ville de Roubaix, il y a 3 exploitants mainteneurs, et donc on a un contrat qui fonctionne avec ces 3 exploitants mainteneurs-là, et en partenariat avec eux. Là, vous avez les images que je vais peut-être laisser pour les questions. Voilà, comme ça, vous aurez les images des projets en opération pour les questions. Ouais, mais ça nous laisse 5 minutes de questions comme ça, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et donc je suis disponible pour vos questions. Bonjour, Frédéric Catrin, Énergie 3 Pro Watt. Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur les 4 projets que vous nous avez présentés sur les ROI? Alors sur Airbus, ce que je vous disais, c'est à peu près 7 ans. Sur la partie bas carbone, en gros, on dit typiquement entre 10 et 15 ans. Voilà. Si on est ultra performant comme Airbus, ça peut même descendre en dessous des 10 ans. Et sinon, voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc, je tiens à souligner que pour ces performances-là, on est habituellement sur des solutions où il n'y a pas de ROI. Quand vous dites je vais faire ma rénovation de l'enveloppe, vous êtes, si vous calculez un ROI, vous êtes plutôt à 40 ans. Donc, c'est à ça qu'il faut se comparer. Donc là, on est sur une solution qui finalement a un ROI inférieur à une durée de vie d'un équipement thermique. Alors que un champ de sonde, pour rappel aussi, le champ de sonde, il faut le considérer plutôt comme quelque chose d'immobilier, parce que ça a une durée de vie d'à minima 50 ans, et dans le métier, on parle plutôt même de 100 ans, donc vraiment de la durée de vie de votre patrimoine. Bonjour, François Druchon. Déjà bravo, parce que moi je trouve que ça donne vachement d'énergie, parce qu'en fait on voit que c'est possible de décarboner jusqu'à 80%, et c'est fantastique. Merci. Parce que c'est quand même des très très bons résultats. Est-ce que vous avez une limite basse de projets sur lesquels vous pouvez agir? Parce que là on est quand même sur des très gros bâtiments. Est-ce qu'il y a une limite basse du coup? Alors, il y a une limite basse, on va dire, si on recherche un ROI tel que ceux que je venais d'évoquer, où là, on va dire qu'il faut plutôt un bâtiment d'au moins 5000 m², mais ce n'est pas non plus si énorme que ça. Après, c'est applicable partout, il n'y a pas vraiment de limite. C'est plus que là, après, forcément, on a les effets d'échelle qui ne s'appliquent plus, et donc on ne peut pas aller chercher un ROI. Par contre, on peut chercher ses performances de décarbonation et d'efficacité énergétique. Et par contre, pour la solution de type Smart Building, donc qu'on applique sur la ville de Roubaix, là sur la ville de Roubaix, vous avez un patrimoine avec des bâtiments autant de 500 m² que de 20 000 m², donc là, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Clément Triado, AMOS, Bureau d'études techniques. Je voulais savoir, quand vous parlez de décarbonation, est-ce que vous prenez en compte l'équipement, en fait, l'énergie grise de l'équipement que vous mettez en place? Alors effectivement, là dans les chiffres que j'annonce, on est plutôt sur une décarbonation de l'usage. Donc le calcul qu'on fait, c'est vis-à-vis du coup de si je brûle du gaz, c'est tant de grammes de CO2 par kilowattheure, et l'électricité, c'est tant. Par contre, on a fait quand même l'exercice de l'analyse de cycle de vie. En fait, en gros là, par rapport à la carbonation qu'on va émettre sur l'usage, la partie matérielle, c'est à peine 10%. Donc on est sur quelque chose qui est très vertueux aussi, parce que finalement en termes de matériel, les sondes, c'est des tubes PVC qui restent 50 ans. Donc voilà. Et après, dans les pompes à chaleur, on essaye de mettre... donc c'est combiné à des pompes à chaleur géothermiques, on essaye de mettre des fluides les plus vertueux aussi. Donc voilà.
Merci beaucoup à tous. Donc, on est au stand 49. Si vous avez d'autres questions, voilà, on reste là jusqu'à la fin de la journée. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir pour un complément d'information.